Il est né le 26 septembre 1889 dans la petite ville catholique située au nord du lac de Constance, dans une famille d'origine très modeste. Il est titulaire d'une bourse attribuée par la ville et peut entrer à l'université de Fribourg de 1909 à 1911. Il y étudie la théologie, les mathématiques, la philosophie et la physique. Il s'intéresse à la philosophie médiévale, il en reste peut-être quelque chose d'ailleurs après dans sa philosophie, notamment à la doctrine de Duns Scotus, puis à la phénoménologie de Husserl, qui sera son grand mentor et son maître, même s'il y a énormément de différences entre les deux philosophies, puisqu'il construira la sienne à la fois dans le prolongement et en se distinguant de celle de Husserl. Alors, il est son assistant de 1915 à 1923 à Fribourg. Il épouse une jeune femme d'origine protestante et s'éloigne progressivement du catholicisme et de la religion en général. En 1922, il est nommé professeur à l'université de Marbourg et commence la rédaction de Être et Temps, Sein und Zeit pour les germanistes. Il rédige cet ouvrage en grande partie dans un tout petit village de la Forêt-Noire où il fait construire un petit chalet qui va devenir le lieu privilégié de son travail. Ambiance un peu ermite. Donc on sait qu'il est également, il a été également lié à Hannah Arendt, avec lequel donc, il a eu des relations de proximité parfois un peu ambiguës, et puis des relations philosophiques, Hannah Arendt étant assez admirative de lui. Et le livre Être et Temps dont je vous parlais, donc, qui est pourtant assez peu husserlien dans son fond, est étonnamment dédié à Husserl et paraîtra en 1927. Il succède à ce même Husserl en 1928 à la chaire de l'université de Fribourg. C'est le début de sa célébrité. Durant les années du nazisme, le recteur de l'université de Fribourg, qui est membre du parti social-démocrate, est contraint de démissionner et demande à Heidegger de lui succéder. Il hésite longuement, mais il accepte finalement et il est élu à l'unanimité. Alors, c'est le cas, là encore, de l'une des ambiguïtés de Heidegger. On lui a souvent reproché ce rapprochement avec le nazisme. Alors, c'est difficile de trancher un cas pareil. Force est de constater qu'on trouve des idées et des références quand même qui sont très réactionnaires chez Heidegger. Et vous avez notamment là-dessus un ouvrage de Pierre Bourdieu qui s'appelle Ontologie politique de Martin Heidegger, publié en 1975 et en 1988 ensuite, puisqu'au début il est publié dans une revue. L'introduction de l'ouvrage, donc l'Ontologie de politique de Martin Heidegger, qui est en fait une lecture sociologique de la philosophie de Heidegger pour voir si sa philosophie apparemment très théorique ne charrierait pas tout un tas de présupposés et d'images nazies, donc l'introduction s'appelle « Une pensée louche ». J'aime beaucoup. On peut lire sur l'ouvrage donc de Bourdieu, 4e de couverture, il faut analyser la logique du double sens et du sous-entendu chez Heidegger. Mettre en forme philosophique, c'est aussi mettre en forme politiquement. C'est présenter sous une forme philosophiquement acceptable en les rendant méconnaissables les thèmes fondamentaux de la pensée des révolutionnaires conservateurs. Donc ça c'est oui, disons des nazis, parce que les contre-révolutions sont rarement très libertaires. Exemple de déclaration pour le moins ambiguë de Heidegger. Alors je vous en cite deux, 1935 et 1943. La Russie et l'Amérique sont toutes deux, au point de vue métaphysique, la même chose, la même frénésie de la technique déchaînée et de l'organisation sans racine de l'homme normalisé. Deuxième citation, la planète est en flammes, l'essence de l'homme est sortie de ses gonds. La réflexion historico-mondiale peut venir seulement des Allemands, à supposer qu'ils trouvent et défendent enfin l'allemagnité. On est dans l'actualité, donc c'est formidable puisque Philosophia et puis les éditions Médité collent à l'actu. Cette semaine sont publiées notamment des lettres de Martin Heidegger qu'il a adressées à son frère. Il fait notamment la louange dedans de l'instinct politique de Hitler et de ses grands desseins. Bon, de là à penser qu'il n'était pas totalement étranger au nazisme, il y a quand même une possibilité. On n'oublie pas toutefois d'un autre côté, c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté, que dès qu'il est nommé recteur, il interdit dans les locaux de son université la propagande antisémite et les autodafés. On lui conseille de s'inscrire au parti nazi pour faciliter sa carrière, donc il y adhère, mais quitte ses fonctions le 23 avril 1934, un an après sa nomination, et refuse d'assister à la cérémonie de passation de charge de son successeur, qui est saluée, lui par contre, par la presse nazie, comme étant le premier, je cite, le premier recteur véritablement national-socialiste de Fribourg. Durant ces années, Heidegger rédige des ouvrages sur Hölderlin, Nietzsche, Héraclite et Parménide, sur lesquels nous reviendrons.
Sorti de la guerre, sa philosophie devient populaire en France et influence notamment l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, sur lequel nous reviendrons aussi. Il rédige en 1947 la lettre sur l'humanisme afin de clarifier sa différence entre sa philosophie à lui et l'existentialisme et l'humanisme, de Jean-Paul Sartre notamment. En dépit de son rapprochement avec le nazisme, il peut réintégrer son poste de professeur en 1951 et il reste jusqu'en 1957 en tant que professeur émérite. L'une de ses dernières apparitions dans le monde académique a lieu à Lyon, pendant le semestre d'hiver 66-67. Il dirige alors un séminaire sur Héraclite. Il décède le 26 mai 1976. Je suis contemporain d'Heidegger, je suis content parce que j'en ai plus beaucoup. Et quelques jours avant sa mort, il choisit de mettre en exergue à l'édition complète de ses ouvrages la maxime suivante: des chemins, non des œuvres. Alors je vous propose d'étudier trois grands aspects de sa philosophie, puisque comme c'est quand même très riche, on n'aura pas le temps de tout voir évidemment. Premier thème, celui de l'existence et du temps, puisqu'il écrit très temps. Deuxième thème, celui de la technique. Et troisième thème, celui de l'art, puisque l'art et la technique sont liés, étant donné que l'art est finalement une technique assez particulière, celle qui fait des œuvres d'art. Donc en ce qui concerne l'existence et le temps d'abord, Heidegger accorde tout d'abord un intérêt dans ses recherches au livre enfin, somme de livres qui s'appelle Les recherches logiques de Husserl, et notamment à la question de la définition d'une chose. C'est de l'ontologie, si on veut, il y a différentes façons d'être pour les êtres. Un souvenir n'est pas comme un objet matériel est, ou comme Dieu, s'il existe, est. Il y a plein de manières d'être pour les choses qui sont. Une idéalité mathématique, qu'est-ce que c'est que l'être du 4, par exemple? Parce que le 4 est, mais le 4 n'est pas comme mon verre d'eau est. Donc, vous avez toute une étude là-dessus de Husserl sur ce que c'est d'être pour un être, et notamment pour une chose. Il entretient donc dès le rapport, dès son début, si on veut, un rapport à la phénoménologie de Husserl, au sens strict, et à l'ontologie, telle qu'elle est développée depuis Platon et Aristote. Qu'est-ce que c'est qu'être pour la justice, le nom de Platon, qu'est-ce que c'est qu'être pour la beauté, etc. Et la question de l'être, justement, a toujours été le fil conducteur de son travail, même si c'est un travail qui a pris des chemins au travers des œuvres très différents. Durant la même année, durant la même période, donc, on a ce qu'on appelle le tournant de la pensée de Heidegger, sur lequel on reviendra. Il reprend les grandes questions d'Aristote et de Platon, de Parménide et d'Héraclite. Qu'est-ce que c'est qu'être? Qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce qu'on peut substantiver l'être en lui mettant une grande majuscule et dire que l'être est? Il donne à cette question un sens nouveau, parce qu'il ne veut pas donner une essence de l'être comme le faisait justement la philosophie médiévale, la philosophie antique ou la philosophie de la Renaissance. Dans Être et temps, Heidegger définit l'homme par rapport à l'être. Alors, c'est le terme connu de Heidegger, le Dasein, D-A-S-E-I-N, donc Dasein, être là, traduit en français par être là. Donc l'être là, c'est la définition la plus fondamentale pour Heidegger de l'homme. Et en effet, alors là on trouve un petite dimension existentialiste, si on veut, même s'il ne faut pas trop surdéterminer la pensée de Heidegger avec ce terme. Je suis un être là, parce que je suis un être, et je suis là. Et je suis là, donc je suis en situation, mais je suis là, ce qui signifie que je pourrais ne pas être là. Il suffit que j'ai un peu plus mal à la gorge et je ne serais pas venu. Et si ma maman et mon papa ne m'avaient pas créé, je ne serais pas là non plus pour en parler. Et je suis là, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que quand on regarde un morceau de mousse ou un morceau de caillou dans la forêt, il n'y a pas grand mystère, il se réduit à peu près à ce qu'on voit. Voilà. Alors que moi, comme vous me voyez là, évidemment, vous ne pouvez pas présager à partir de ce que vous voyez de moi comme être là, de ce que j'étais. Parce que vous serez peut-être très étonné de me voir sur des photos d'école quand j'avais 8 ans. Vous ne pouvez pas présager de ce que je serai non plus dans 30 ans. Et vous doutez que je ne suis pas là devant vous et une caméra, comme je suis là avec mes élèves, avec ma femme, sur le tapis de jeu avec mon fils, autre chose. Donc l'homme est un être là, dans la mesure où justement le là n'est pas fait pour le figer, mais pour montrer l'ouverture de l'homme à tous les autres possibles. Si on veut. Autre terme qu'il utilise aussi, c'est l'homme comme être jeté. Alors vous avez beaucoup de néologismes comme ça chez Heidegger, parfois même un petit peu, ça tourne un peu à la glossolalie, il définit lui-même des termes, il a tout un jargon, etc. Donc être jeté définit assez bien l'homme aussi, parce que je suis jeté
Là, par exemple, je vous fais face, il va bien falloir que j'aille jusqu'au bout. Hein, je suis jeté dans cette conférence. Et puis, dès la naissance, hein, vous êtes jeté dans un monde que, à mon avis, vous n'avez pas choisi, puisque personne ne choisit de naître, ni de naître dans tel pays, ni de naître avec telle caractéristique sociologique, physique, psychologique, etc. Personne ne choisit de naître au siècle où il naît. Donc, on est jeté. Donc là, on retrouve un petit côté sartrien, je dirais un élan sartrien avec la déréliction humaine. On est embarqué et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc l'homme il est projeté, l'homme il est là, et il est conscient de l'être. D'accord. Il est donc projeté dans le temps, dans l'espace certes, mais surtout dans le temps. Il peut s'interroger lui-même sur le sens de son être, et d'ailleurs vous avez une formulation de Heidegger qui semble tautologique mais qui n'est pas, qui dit que le Dasein c'est l'être pour lequel il en va dans son être de la question de son être. En général, ça panique mes élèves quand je leur dis tout ça. Si vous avez dû faire une erreur, non, c'est bon. C'est l'être pour lequel il y va dans son être de la question de son être. Un Caillou ne se prend pas trop la tête sur les questions existentielles, sur le sens de son existence, sur ce que c'est qu'être, car il n'a pas conscience d'être. Et le fait que nous ayons conscience n'est pas forcément non plus de tourpeau, parce qu'on pourrait simplement être l'être pour lequel le fait d'être est conscient, mais Heidegger nous dit que l'homme est l'être pour lequel il y va dans son être de la question de son être. Donc on voit que, pas pour tout le monde, hein, plein de personnes vivent sans trop se poser de questions sur leur existence, mais j'en doute, comme je vais être optimiste, en disant qu'on a tous des grandes questions, pas forcément d'une très grande profondeur existentielle, mais sur les choix qu'on fait, sur si on doit être de tel côté ou de tel autre, si on doit lancer sa vie dans tel sens ou dans tel autre, etc. Donc, évidemment, ça se fait de manière un petit peu parfois complexe, donc c'est l'être pour lequel il va dans son être de la question même de son être. La définition donc pour lui est celle-là, donc elle est plus fondamentale que celles qui ont été données par ses prédécesseurs, qui ne sont que des définitions dérivées, par exemple définir l'homme comme un animal rationnel, ou définir l'homme comme un hominidé, même définir l'homme par rapport à Dieu. Ce sont des conceptions différées, secondaires par rapport à la définition du Dasein. On trouve dans le même sens au paragraphe 9 de Être étant une formule qui, vous l'avouerez, a été légèrement paraphrasé par Jean-Paul Sartre. On ne dira pas tout ce que Jean-Paul Sartre doit à Heidegger. Vous savez, Jean-Paul Sartre, il dit que l'existence précède l'essence. Donc, paragraphe 9 de Être étant, hein, que Jean-Paul Sartre connaissait bien, Heidegger dit, c'est resté moins célèbre, il dit « L'essence de l'homme réside dans son existence ». On n'est pas loin quand même. Hein. L'essence du Dasein réside dans son existence, l'existence précède l'essence. Pour le moins une filiation. Donc la finitude et la temporalité du Dasein, hein, et notamment qui s'exerce par le fait qu'il va mourir et qu'il sait qu'il va mourir, est donc fondamentale pour ce que Heidegger appelle l'historialité de l'homme. C'est important donc pour Heidegger d'interroger le rapport de l'homme avec non seulement sa petite histoire individuelle, mais l'histoire de l'humanité telle qu'elle s'est développée dans l'Occident, comment l'Occident, depuis Héraclite, depuis Platon, s'est représenté l'homme par rapport à l'être et s'est représenté ce que c'était qu'être. Alors Heidegger dit qu'il est nécessaire de procéder à, alors dans la traduction classique de Être étant, c'est marqué une destruction de l'histoire. Alors quand on connaît les ambiguïtés des précédentes déclarations de Heidegger que je vous ai lues, ça fait froid dans le dos. Alors non, rassurons-nous, c'est destruction en un sens technique. Ça a été traduit ensuite par Derrida par déconstruction, qui est déjà un peu moins apeurant. Il faudrait déconstruire l'histoire, c'est-à-dire essayer de voir comment ça s'est construit, la démonter, non pas pour la détruire, c'est pas la destruction de l'histoire au sens où ont voulu le faire les nazis, notamment avec les autodafés, c'est pas réécrire l'histoire, c'est reprendre l'histoire pour démonter et essayer de comprendre ce qui nous a échappé et pourquoi ça a quand même pu se construire. Hein. Donc c'est une déconstruction au sens des Legos, là vous savez, on construit, on déconstruit, comme disent les enfants, qui finalement sont très, très heideggeriens et derridiens sans le savoir. Alors Heidegger part d'un constat qui est développé dans une analyse qu'il appelle analyse existentielle, hein, on a tout un jargon, hein, je vous avais dit, de ce qu'il nomme le on. Alors c'est l'étude dans Être étant, si vous voulez jeter dans la lecture de Être étant, de ce qu'il appelle les existentiaux, qui sont des catégories philosophiques et affectives propres à l'homme. Un exemple d'existential, vous avez la mort. La mort est un existential parce que c'est pas simplement une catégorie, l'homme meurt comme l'homme, je sais pas, attrape la grippe, parce que le fait que l'homme attrape la grippe, ça montre juste sa fragilité, bon voilà, le fait que ce soit un mammifère, mais le fait qu'il meurt, ça va avoir des conséquences sur sa façon même de voir son existence.
Donc là, on est dans quelque chose d'existentiel, c'est-à-dire qui n'appartient pas simplement, je dirais, à la vie, mais à l'existence au sens fort. Alors, je vous propose d'étudier, pour mieux comprendre la pensée de Heidegger, quelques existentiaux. L'ennui et l'angoisse, notamment, sont des analyses qui sont assez célèbres. Alors, Heidegger commence par étudier ce qu'il appelle le on, O-N. Le on, c'est l'homme qui, aux antipodes de la philosophie, ne se pose pas de questions sur sa propre existence. C'est l'homme dans sa banalité quotidienne. Alors ça fait un peu élitiste, mais vous reconnaîtrez qu'on trouve ça déjà dans l'allégorie de la caverne de Platon. Il y a ceux qui voient les ombres et qui sont dans l'ignorance et qui ignorent leur propre ignorance parce qu'ils ne savent pas qu'ils regardent des ombres. Et puis il y a ceux qui regardent des ombres et qui s'en rendent compte, mais ça leur va très bien. Voilà. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas regarder les ombres. Donc là on est dans le on, c'est ceux qui oublient la question de l'existence et qui oublient même qu'ils ont oublié la question de l'existence. Un peu de philo leur ferait pas de mal. C'est une sorte donc de dictature inconsciente de la banalité quotidienne. Donc là, l'homme n'est pas, comme dit Heidegger, authentique, il n'existe que par imitation et détermination sociale. Hein. Donc on se réjouit, parce que les gens se réjouissent, donc on se réjouit, on lit les trucs, voilà, qui a l'espace culturel de Leclerc en tête de gondole, on pense, bon, c'est la pensée commune, etc. Donc finalement, le on, dit Heidegger, n'est rien ni personne. Hein, puisque le on, c'est justement l'absence de prise en charge individuelle de sa propre pensée. On trouve ça dans les textes Qu'est-ce que les Lumières de Kant, avoir le courage de se servir de son propre entendement, etc. Alors il a un terme qui est assez dur, enfin c'est traduit de façon assez dure, Heidegger il appelle ça la déchéance. Bon, alors, c'est la déchéance. Donc c'est une condition qui est négative et tout à fait ordinaire, hein, normal, c'est normal d'être dans la déchéance et c'est justement plutôt exceptionnel de s'ouvrir et de s'interroger sur sa condition. Alors, l'une des conditions de l'homme, c'est ce qu'il appelle le souci. Le souci, c'est une détermination existentielle importante, puisque, alors elle n'a pas de connotation morale ou de connotation psychologique. Le souci, c'est, pour Heidegger, le fait de prendre conscience de son être jeté, dont je parlais, et donc de notre temporalité. Le fait que, en gros, on va grandir, on va vieillir, on va mourir, hein, et savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, je vous renvoie à ce qu'on disait sur Nietzsche et Schopenhauer. Donc, c'est le fait, le souci, de prendre conscience que l'homme est une temporalité, qu'il est un mouvement, qu'il est un élan, donc une liberté, qu'il va falloir orienter cet élan. Parmi les trois dimensions du temps, puisque le souci c'est le fait de prendre conscience que l'on est dans le temps, éponyme hein, de l'ouvrage, le futur est la dimension la plus importante. Alors c'est pas le cas chez tous les auteurs. Pour Heidegger c'est la plus importante parce que la dimension du futur nous lie à la mort. Et la mort n'est pas une simple possibilité parmi d'autres. Je ne peux pas mourir comme je peux tomber en panne ou tomber malade, puisqu'elle représente une possibilité extrême, évidemment. Elle est à la fois ce qui est le plus propre et ce que je ne peux véritablement jamais vivre, puisqu'on ne vit pas sa mort. À moins que vous pensiez qu'il y ait une vie après la mort, ce qui n'est pas le cas dans une philosophie comme Heidegger. Enfin, il ne se pense pas là-dessus. Donc c'est une possibilité qui est indépassable, et l'anticipation de la mort est elle-même indépassable. Ce qui fait que la mort donne nécessairement un sens à la vie. Alors un sens au sens où ça lui donne une signification, on vivrait sans doute pas pareil si on savait qu'on était immortel, et un sens au sens où c'est une direction, c'est vers où on va, vers le cercueil. Donc on forge le sens de son existence en fonction de cette conception de la mort. L'ennui et l'angoisse. Alors l'ennui, j'y vais vite, l'ennui, voilà, qu'est-ce que ça a d'existentiel, qu'est-ce que ça nous apprend fondamentalement de notre être, le fait qu'on s'ennuie. Hein. On dit toujours que les enfants, c'est important qu'ils apprennent à s'ennuyer. Alors oui, c'est pour être pas trop exigeant non plus, et pour savourer aussi les choses. Alors pour Heidegger, ça va plus loin, c'est que dans l'ennui, quelque chose est intéressant, c'est qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Donc dans l'ennui, toutes les choses se valent. Hein. Tout est un peu nivelé, voilà, tu veux faire ci, bof, tu veux aller là, je sais pas, voilà. Hein. Il n'y a plus aucun sel, si on veut, dans l'existence, il n'y a plus aucune hiérarchie des êtres. Donc ça peut ouvrir à une sorte d'angoisse, de réflexion sur le sens de la vie. On trouve ça également chez Kierkegaard, chez Pascal, avec le divertissement, chez Schopenhauer, etc. Il y a une mise à distance du monde, si on veut, par rapport à son effervescence, tiens on fait la fête, tiens on va là, oh là là je suis en retard, etc., hein, qui nous font justement, et peut-être même qu'on le cherche inconsciemment, oublier de méditer au sens de l'existence, parce que justement c'est un peu angoissant. Quand on s'ennuie, on n'a plus rien d'autre à faire peut-être, parfois, que de se demander finalement à quoi ça sert la vie. Une bonne chose pour Heidegger.
Alors, on pourrait retrouver éventuellement, je ne sais pas si le fait donc de prendre une distance comme ça par rapport à l'effervescence et la superficialité des choses ordinaires, même du plaisir, on peut retrouver éventuellement une petite sorte de parallèle avec l'épopée husserlienne. Alors, je ne sais pas si on a fait déjà du Husserl ici. Vous savez, Husserl, dans la démarche phénoménologique qui est la sienne, il dit qu'il va mettre entre parenthèses, Enkleimerun, il met entre parenthèses le monde. C'est-à-dire qu'il dit, il y a une autre traduction de Renaud Barbaras qui est bonne aussi, je trouve. Il va dévitaliser, au sens où on dévitalise une dent, par exemple, il va dévitaliser le monde. C'est-à-dire que on arrête on n'est plus dans une pensée engagée, politique, etc. On met entre parenthèses tout ça et on se questionne. Alors chez Husserl, c'est sur comment est-ce que le monde me parvient, comment je le perçois, qu'est-ce que c'est qu'être. Mais en fait, à la limite que le monde existe ou pas, on s'en fiche. Question par exemple de Descartes, est-ce que le monde que je vois, il est réel ou pas? Chez Husserl, c'est mis entre parenthèses. Peu importe si j'ai le pouvoir de changer le monde, peu importe si le monde que je vois c'est le monde réel ou pas, ça on met entre parenthèses. Donc il y a une sorte comme ça de dévitalisation des questionnements métaphysiques ou politiques ou moraux sur le monde. Et là on commence la phénoménologie, qui par définition donc est très abstraite puisqu'elle est très en retrait de l'effervescence du monde. Là on retrouve la même chose mais d'un point de vue plus psychologique et affectif. Heidegger, il ne va pas faire une époquée comme ça théorique, je dirais, il va faire une époquée affective. Il va chercher des états dans lesquels le Dasein est affectivement qui permet psychologiquement cette distanciation. L'ennui, voilà, on est à distance du monde, mais pas par un exercice intellectuel, tiens, je me mets en mode époqué, mais dans notre chair, on se dit, tiens, rien n'a de sens, rien n'a de sel, etc. Même chose donc pour d'autres existentiaux. Et notamment, il étudie plus fondamentalement l'angoisse. Alors, le problème, c'est que l'angoisse, il faudrait distinguer de plein d'autres termes. L'angoisse, c'est pas la peur, c'est pas l'inquiétude, c'est pas le stress, parce qu'aujourd'hui, on est tous très angoissés, etc. Alors, Heidegger, il réserve l'angoisse à quelque chose de particulier, c'est que la peur a un objet. Vous avez peur, alors ça peut être un objet fantasmé. Hein. Vous pouvez avoir peur des loups, bon, parce que vous avez 4 ans, dit, bon, j'habite Valette, le dernier loup qu'on a vu, il n'est pas longtemps, hein, quand même. Donc, vous pouvez avoir peur de quelque chose, même de quelque chose de totalement fou, mais la peur a un objet. Le stress, bon, on est plus dans l'idée d'être surbooké, comme on dit, voilà, de ne pas réussir à gérer ses activités parce qu'on a une saturation psychologique, etc. L'inquiétude, c'est pareil, c'est le fait de ne plus être dans l'inquiétude. Donc l'inquiétude, c'est pas non plus la peur, parce que vous pouvez être inquiet. Alors dans la vie courante, on est inquiet parce que ses enfants sont toujours pas rentrés, etc. Mais l'inquiétude, c'est de ne plus être simplement dans la candeur et la quiétude de la vie ordinaire. Donc l'inquiétude, je sais pas, quand vous allez voter, vous êtes en inquiétude, vous vous dites, bon, quel va être le meilleur d'entre eux, hein, bon, voilà. Donc là, inquiétude, vous vous posez des questions qui vont pas de soi. Angoisse, différent, parce que pour Heidegger, l'angoisse donc est réelle, elle peut être éprouvée, mais elle n'a pas d'objet. Donc l'angoisse, c'est la peur de rien. Et Heidegger va plus loin, c'est qu'il pense que ce rien dont on a peur, puisqu'on a peur de rien, existe réellement. Donc il nous ouvre à l'existence du néant. Je crois que c'est sur ce thème-là que je vous ai donné un petit texte. Alors moi je me rappelle que quand j'étais jeune, quand j'ai fait de la philo, parce que j'ai bien aimé la philo en terminale, ça me parlait beaucoup, moi, ça. C'est quelque chose, il y en a, ils font de la philo parce qu'ils aiment bien, je sais pas, la religion, la sociologie, certains auteurs, l'art, etc. Moi, c'est quelque chose comme ça d'assez existentiel qui me parlait bien, et je lisais du Heidegger, et ça me parlait... alors bon, c'est un peu, bon, je sais pas, c'est comme le coup de foudre, quoi. Si on n'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est, comme avoir des enfants, si tu n'as pas vécu, oui, je vois, non, tu vois pas. Donc là, c'est pareil, l'angoisse, c'est particulier. Alors, le plus simple, ce serait peut-être de remonter à une question très traditionnelle. Dans la philosophie médiévale ou dans la philosophie classique, c'est empreint de religion, évidemment. Donc la grande question métaphysique, si on veut, c'est de se demander pourquoi le monde existe. Donc là, on a la question dont la formulation est restée célèbre par Leibniz, pourquoi donc y a-t-il le monde et non pas plutôt rien? Donc là, il y a une inquiétude. Mais on a vite une solution. On a Dieu. Il faut prouver son existence, ou il faut avoir la foi, etc. Mais on peut avoir une réponse, c'est que on peut être inquiet, mais on n'est pas dans l'angoisse parce qu'on peut se raccrocher à l'existence de Dieu. Heidegger, il va plus loin que la question de Leibniz, ou la question de la philosophie médiévale. Il ne se demande pas pourquoi le monde existe
et non pas plutôt rien. Il se demande pourquoi l'étant, E-T-A-N-T, existe et non pas plutôt rien. Alors là, la question est plus fondamentale, parce que qu'est-ce que l'étant? C'est tout ce qui est. Donc ça inclut le monde. Donc on ne peut plus faire la petite pirouette en disant, bah, il y a le monde, il est imparfait, pourquoi il existe? Parce qu'un être l'a créé, et lui qui l'a créé, bah, il est parfait, donc il est incréé. Bon, à mon avis, on irait plus vite en disant que le monde est incréé directement. Hein. On économise un étage. Mais bon. Bon, voilà, le monde il a été créé, le monde est créé par Dieu. Dieu, lui, il n'y a pas la question à se poser, c'est très bien. Alors par contre, si vous incluez tout ce qui est dans l'étang, la question devient plus vertigineuse et même éventuellement absurde, puisque quelle que soit la cause de l'étang que vous trouverez, elle fait partie de l'étang. Donc, ce qui est angoissant, c'est que vous vous rendez compte finalement que l'étang est, et vous ne pouvez pas assigner de cause à l'étang. Vous voyez le truc? Bon. Du coup, ce que dit Heidegger, c'est qu'il ne faut pas confondre l'être et l'étang. L'étang, c'est l'ensemble des choses matérielles qui sont, et l'être, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'être de l'étang? Alors, l'être de l'étang, dit Heidegger, c'est pas l'étang. Hein. Et en toute rigueur, il dit lui-même qu'il ne faudrait même pas dire que l'être est. Parce que ce qui est, c'est l'étang. Donc là, vous avez pensé que l'être, c'est quelque chose. Hein, qui fait 2 mètres cubes ou je sais pas quoi. Hein. Puisque c'est l'étang qui est, c'est pas l'être. Alors il dit, on ne devrait pas dire que l'être est. Alors vous vous doutez qu'évidemment il a été énormément moqué en disant, ouais, arrêtez. Il dit, on faudrait dire qu'il y a l'être. Comme ça, on a bon. Il y a l'être et c'est l'être qui permet à l'étang d'être, mais l'être lui-même n'est pas un étang. Alors il précise alors le rapport entre être entre l'être et le néant. Donc on a une triptyque, si on veut être, étant, néant. L'être n'est pas. Alors on va dire, bah, l'être il n'est pas, si tout ce qui est étant, l'être c'est rien. Il dit non, parce que le rien c'est le néant. On va dire, mais le néant n'est pas. Hein, on a lu tous notre petite dialectique hegelienne, etc. Alors pour Heidegger, le néant est. Mais il n'est pas à la manière dont est l'être ou l'étant. Donc l'être, il n'est pas, mais il n'est pas néant, au sens où il n'est pas rien. Alors c'est cette expérience spécifique du néant, par l'ennui ou par l'angoisse, qui nous oriente vers une question et vers une réflexion, pour lui, sur l'être. Vous avouerez que c'est assez abstrait, je vais essayer de rendre ça un peu plus concret après. Une autre, alors on a parfois qualifié la philosophie de Heidegger du coup de métaphysique, parce que c'est un peu planant, ou de mystique, au sens où la mystique, vous savez, c'est lié un peu à l'idée de quelque chose d'indicible, qu'on essaie tout de même, parce qu'on le sent, de dire, ou de dire même indirectement, par des métaphores, ou par des musiques, ou par des œuvres d'art, etc. Comme expérience mystique, vous avez l'extase, hein, donc ekstase, être hors de soi. Donc comment est-ce qu'on peut décrire une expérience mystique comme une extase? Quand s'intériorise une extase, bon ben voilà, on la voit comme ça en grâce, mais on se dit, est-ce que simplement, bon, elle est perdue, quoi, ou est-ce qu'elle éprouve vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas dire par des mots? Et donc tout le grand problème des penseurs mystiques, c'est d'essayer de dire l'indicible. Hein. Vous avez des ouvrages gros comme ça sur le silence, qui sont quand même formidables, parce qu'ils tournent autour un peu, vous voyez, même Plotin, déjà ça, l'un, c'est quoi l'un chez Plotin? Alors Plotin, c'est indicible, mais on peut essayer de se rapprocher un petit peu de l'un par des discours un peu concentriques, comme une sorte de spirale qui irait vers le fond indicible de cette chose-là. Alors chez Heidegger, il y a un peu ce côté, bon, je pense qu'il n'aimerait pas qu'on dise que c'est mystique, mais un peu ce côté mystique, c'est que il se rend compte que l'étang est, et il éprouve du coup une sorte de surgissement de l'étang qui lui fait se questionner sur l'être de l'étang. Auteur différent, mais sur lequel moi je me retrouve peut-être plus aussi, mais aussi mystique, Wittgenstein. J'ai eu l'occasion pour certains de parler un petit peu. Vous avez une phrase de Wittgenstein qui moi me parle beaucoup. Alors, parce que moi des fois je dis ça à mes élèves, je leur dis quand même, ce qui est mystique, c'est qu'en fait on est là. Il y a quelque chose, il n'y a pas rien. Bon, généralement, ils se disent, bon, c'est l'heure de la pause. Non, mais c'est génial quand même. Quand même. Alors, évidemment, il n'y aurait rien, je ne serais pas là pour le dire. Oh non, il n'y a rien. Évidemment, il faut qu'il y ait quelque chose pour que je puisse dire qu'il y a quelque chose. Donc, s'étonner du fait que, en gros, le monde soit. Il y a plein de gens qui ne trouvent pas ça étonnant. Alors, moi, c'est pareil, quand je suis en retard en voiture, je ne trouve pas ça étonnant. Je dis, ah, pousse-toi, machin. Mais si on fait cette époquée affective un peu vertigineuse, justement, moi, c'est quelque chose qui me parle. Je me dis, alors, pourtant, je ne pense pas être complètement encore prêt à être interné, je me dis, quelque chose de génial, si on veut, c'est que
quelque chose. L'étang est. Alors Wittgenstein, il dit ça beaucoup mieux que moi, Tractatus Logico-Philosophicus 6.44, proposition 6.44. Ce n'est pas comment est le monde qui est mystique, mais qu'il soit. J'aime bien ça. C'est ça qui est mystique. Alors, revenons à notre Heidegger. L'être n'est donc pas une chose concrète, ici il n'est pas situé quelque part, mais, dit Heidegger, donc l'être est le il y a, le surgissement même de l'étant. Alors, à ne pas voir dans un style, je dirais, créationniste ou chose comme ça. Et si le titre de son ouvrage c'est Être étant, alors avec un jeu de mots qui marche en français, ça fait être étant, ça marche pas en allemand. Donc c'est pas fait exprès. Mais c'est la même chose pour le temps. Le propre du temps ne réside pas pour Heidegger dans une suite de moments présents. Le temps n'est pas, dit Heidegger. On va dire bah si. Alors, il dit non, le temps n'est pas, parce que ce qui est, c'est ce qui sont, ce sont les choses qui changent au cours du temps. Il faudra dire, tout comme on dit il y a l'être, il y a le temps. D'où la difficulté à définir, que ce philosophiquement ou scientifiquement, vous avez remarqué, le temps. Hein, parce que donc là on tombe sur tous les paradoxes du temps. Soit vous allez utiliser des métaphores spatiales, vous allez dire que le temps c'est les petites aiguilles de la montre voilà, ou c'est quelque chose qui tourne, ou c'est quelque chose qui s'écoule, la vieille métaphore du fleuve. Donc on voit l'écoulement du temps. Et d'ailleurs on dit oh le temps passe, oh comme le temps passe vite, etc. Alors sauf que c'est des métaphores qui sont trompeuses, puisque là quand vous voyez un fleuve ou quand vous voyez des aiguilles, vous ne voyez pas du temps, vous voyez des images spatiales. Hein. Un sablier c'est spatial aussi. La flèche du temps, vous voyez une flèche. Hein, qu'arbitrairement on fait de gauche à droite, on ne sait pas pourquoi, sans doute parce qu'on écrit de gauche à droite, et vous avez l'écoulement du temps, passé, présent, futur, la frise chronologique. Mais une frise chronologique, c'est un parallélépipède, enfin c'est une flèche au bout, c'est l'espace. Donc pour parler du temps, on ne peut pas se représenter le temps, puisque pour se représenter, on est obligé de le spatialiser. Vous avez exactement la même chose dite par Bergson. Hein. Donc, et puis c'est des métaphores qui sont trompeuses, parce qu'elles charrient avec elles tout un tas d'images fausses. Le fleuve s'écoule, hein, et les fleuves s'écoulent, je vois dans quoi il s'écoule. Le lit de la rivière, il s'écoule, le fleuve s'écoule, parce que tout ne s'écoule pas. Si tout s'écoule, je sais qu'Héraclite le dit, mais ça ne marche pas. Pas pour le temps. Si le fleuve s'écoule, c'est bien parce que les berges, elles ne s'écoulent pas. Hein. Alors moi, je serais curieux de savoir dans quoi s'écoule le temps. Hein. On l'a mis dans une boîte, comment ça se passe, hein. Quel est l'espace, je comprends même plus ce que je raconte, dans lequel l'espace fixe, dans lequel le temps peut s'écouler pour permettre son écoulement. Deuxième chose, le fleuve, il ne s'écoule pas de manière continue. Il y a des remous, etc. Alors que, au moins physiquement, alors là non, par exemple, on s'amuse beaucoup, le temps passe très très vite, vous avez remarqué. Alors que quand vous retrouvez chez vous, vous en verrez tellement que ça deviendra quasiment une expérience heideggerienne. Et le temps sera en suspens. Mais le fleuve, nous ayant psychologiquement, le temps ne s'écoule pas aussi vite sur les moments, mais une seconde est... sauf relativité einsteinienne, une seconde c'est une seconde, une minute c'est une minute. Donc le temps il s'écoule de manière homogène, alors que le fleuve ne s'écoule pas de manière homogène. Et puis troisième chose, je sais quelle est la force qui fait que le fleuve s'écoule. Vous avez remarqué qu'il s'écoule rarement de bas en haut. Hein. Il s'écoule plutôt de haut en bas grâce à la gravité. Et donc évidemment, on voit quelle est la force qui fait que le fleuve s'écoule. Je serais curieux qu'un scientifique m'explique quelle est la force ou l'énergie qui fait que le temps s'écoule, qui fait que le présent devient passé et que le futur sera présent. C'est quoi ça roule à quoi, hein, on met quoi dans le réservoir, hein. Donc en fait, c'est des métaphores qui sont totalement trompeuses. Sans compter que si on veut définir le temps, on va être obligé d'employer des termes qui sont moins fondamentaux que lui, alors qu'on vous a bien appris à l'école que définir, c'est définir par des choses plus fondamentales. Donc on va définir le temps par le changement, le devenir, l'évolution, et je vous mets au défi de définir à leur tour le devenir, le changement, l'évolution, sans présupposer l'idée du temps. Donc en fait, vous êtes obligé de définir le temps par le temps. C'est aussi intéressant que si vous me disiez que le temps, c'est ce qui fait que toutes les 24 heures, on a passé 24 heures. Donc les scientifiques, ils ne s'embêtent pas, ils mettent une variable t, ils mettent une petite flèche du temps sur leur trait, et puis ça permet de faire tout ce qu'on veut, ça permet d'être à l'heure au rendez-vous, d'envoyer des fusées dans l'espace, donc c'est très bien. N'empêche, on n'a pas de définition du temps. Alors Heidegger, lui qui n'est pas du tout, là j'ai fait une petite parenthèse scientifique parce que moi j'aime bien ça, Heidegger qui n'est pas du tout plongé dans la science, dit tout de même que ça fait partie, l'être et le temps sont des notions premières, comme dirait Simon de Pascal, des indéfinissables, parce qu'ils sont les indéfinissables qui rentrent dans la définition des autres choses. Mais
on voit de quoi on cause quand on en cause. Alors si, c'est pas très satisfaisant en tant que philosophe. Mais le temps, bah, vous voyez bien, être, bah, vous voyez bien, seulement on ne peut pas le définir par des choses plus fondamentales que ces termes-là eux-mêmes. Donc c'est pas étonnant si c'est faux de dire que le temps est ou que l'être est, et qu'il faudrait plutôt dire qu'il y a le temps et qu'il y a l'être. Voilà. Dans d'autres textes aussi, alors ça c'est aussi une autre possibilité, Heidegger définit l'être non pas par une présence, l'étant c'est ce qui est présent, hein, mais par un retirement. Il parle du retrait de l'être. Alors on trouve, il parle aussi de présence suspensive de l'être. Alors on trouve ça notamment en théologie, dans le judaïsme ou dans le kabbalisme, vous savez, dans les théories de l'Ensof ou des choses comme ça. L'idée, alors c'est pareil, c'est assez joli, l'idée c'est qu'au début, alors nous on a l'idée qu'au début il y a Dieu, et puis Dieu crée le monde à l'extérieur, etc. Dans certaines traditions judaïques ou kabbalistes, vous avez une autre version, c'est qu'au début, si on veut, il y a Dieu, parce que Dieu il est partout, il est parfait, donc en fait Dieu est tout. Et en fait, en créant le monde, il se retire de lui-même en lui-même. Un peu l'image qui est prise, c'est l'image d'une femme qui ferait une place dans son ventre pour donner la vie. Donc en fait, par générosité, puisque Dieu est généreux, il se retire de lui-même, il fait une petite place dans son absoluité à quelque chose de fini, et ce quelque chose, c'est le monde. Ce serait la même chose avec les temps. Donc évidemment, ce que tu vois toi, c'est le monde. Tu ne vois pas Dieu qui a fait le retrait du monde. Hein. Donc là, c'est pareil, ce qu'on voit, c'est les temps. Puis on va chercher partout l'être, un peu comme Diogène Laërce se moquait de Platon en allant chercher l'homme avec une lumière en plein jour, en disant bah, moi je vois pas l'homme, je vois Michel, je vois Dédé, je vois Lulu, mais je vois pas l'homme, monsieur Platon. Et donc évidemment, si vous cherchez l'homme, vous ne pouvez pas voir l'homme, parce que l'idée de l'homme n'est pas au bistrot du coin. Hein. C'est Dédé qui est au bistrot du coin. Donc là, c'est pareil, si vous cherchez l'être, alors évidemment, le Sac de Vienne, notamment, qui sont des logiciens, se moquent à la gorge déployée de Heidegger en disant l'être, ça ne veut rien dire, faites un peu de logique, vous verrez. Bon. Ah oui, évidemment, l'être n'est pas un étang, donc vous ne pouvez pas chercher l'être dans l'étang. Mais par contre, vous pouvez penser peut-être l'étang par retrait de l'être. C'est ça que je dis. Alors, un peu plus concret. Si on veut lier ça au thème de la technique, puis de l'art. Alors, d'abord, le thème de la technique. Alors, vous le savez, donc la technique, un techné en grec, ça signifie un savoir-faire, une habileté. Bon, c'est la grande différence entre les hommes et les animaux. Les animaux ont des techniques, mais elles ne sont pas évolutives, elles ne sont pas perfectives, elles ne sont pas conscientes. Il y a une technique pour creuser des galeries chez la fourmi, mais ça n'a pas grand-chose à voir finalement avec les techniques qui permettent à l'homme de transformer du sable en verre. Avec cette grande caractéristique qui est que, alors là je vais vous faire du Aristote, la technique humaine, contrairement à la technique des oiseaux qui font leur nid, renvoie à 4 causes: ce dont l'objet est fait, la matière, sa forme, son but, sa destination, et son agent, c'est-à-dire son créateur. Et que tout ça est conscientisé. Hein. Alors, Heidegger pense beaucoup la technique et le rapport entre ces quatre causes, si on veut, donc la matière, la forme, le but et le producteur, qui sont donc en jeu dans la technique. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'être et le temps? Je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, la première chose qu'il faut que je vous explique, c'est que pour Heidegger, alors j'aime beaucoup ça parce que la philosophie, c'est souvent lié des notions qui, a priori, n'ont pas de rapport. Hein. Donc, c'est toujours faire des sortes de petites galeries souterraines entre deux notions qui, dans la vie courante, ne sont pas liées. Et puis le philosophe dit, mais si, regardez, il y a un lien direct. Voilà. Alors, Heidegger fait un lien entre technique et vérité. Alors, ça ne saute pas aux yeux que la technique ait quelque chose à voir avec la vérité. Alors, il dit, c'est pas par hasard, hein, c'est intrinsèquement, il y a un lien important et souvent justement méconnu, et c'est pour ça que l'homme a donné une importance à la technique qui n'est peut-être pas celle qu'elle devrait avoir, et qu'il a conçu la vérité d'une certaine manière. Alors, je vous explique, je vais prendre l'exemple que prend lui-même Heidegger, hein. Il prend l'exemple d'un bijou. L'orfèvre qui fabrique un bijou, hein. Donc le bijou, c'est la matière dont l'orfèvre servir pour donner une forme, hein, à une matière au regard d'une finalité par un moyen qui va répondre donc à l'obligation de produire effectivement un objet précieux. Voilà. Donc c'est la coupe de l'orfèvre qui va être effectuée, et c'est cela qui déterminera non seulement le fait que ce soit un orfèvre, mais que ce soit un bon ou un mauvais orfèvre. En fonction de la coupe qu'il fait, il est bon ou il n'est pas bon. Alors, en ce sens, la technique, dit Heidegger, c'est un processus par lequel, par exemple dans le cas de mon bijou et de mon orfèvre, l'énoncé
ceci est une bonne coupe est une vérité. Pourquoi est-ce que vous voyez que c'est une vérité? Parce que ça correspond au concept de coupe. Donc, je sais pas, si vous faites un Noël avec des enfants et puis, je sais pas, il n'y a pas de sapin, et vous dire c'est pas un vrai Noël. Parce que ça ne correspond pas à l'idée qu'il se fait lui d'un Noël. Donc ça veut dire que techniquement, vous n'avez pas assuré votre Noël, il fallait acheter un sapin. Donc votre technique qui consiste à, je ne sais pas comment on dit, noëliser, bon on est dans Heidegger, on a le droit d'inventer ce qu'on veut, noëliser votre pièce est une technique mauvaise puisque vous n'avez pas bien noëlisé votre pièce, vous avez oublié le sapin. Là c'est pareil, vous avez mal fait la coupe, votre technique ne renvoie pas à la vérité de la coupe. Vous voyez? Donc déjà on voit mieux le lien. Alors dans cette condition, on commence un peu mieux à comprendre ce qu'est l'essence de la technique. Heidegger dit que la technique, elle est un dévoilement. Alors le terme grec c'est aletheia, et le dévoilement ça désigne en grec aletheia à la fois une vérité et un dévoilement. Alors nous occidentaux, la vérité c'est plutôt l'adéquation. C'est vrai parce que ce que je dis est le tableau de ce que je vois. Si je dis j'ai 5 doigts, l'énoncé j'ai 5 doigts est une bonne photo, si on veut, de la réalité. Il y a adéquation entre le dire et les temps, donc c'est vrai. Alors au sens grec, et Heidegger remédite énormément sur l'Antiquité grecque, les Grecs utilisent un autre terme qui est polysémique comme la plupart des Grecs, des mots grecs, et intéressant, le mot grec aletheia ne renvoie pas seulement à l'idée de vérité, mais à l'idée d'un dévoilement. Donc l'idée que la vérité serait un peu comme un drap qu'on retire et qu'elle serait un peu à chercher. C'est pas simplement copier-coller, la phrase j'ai 5 doigts, le fait j'ai 5 doigts. Alors par rapport au monde et à la nature, il est possible pour l'homme de faire advenir des quantités indéfinies de possibilités, de virtualité dans des objets. Par exemple, à partir d'un matériau, je peux faire un bijou. Et on sait qu'il y a énormément de ressources disponibles dans la nature. Alors, ce que se demande Heidegger, c'est quel est le chemin que l'homme a choisi dans son rapport à la technique et quelle vérité cela nous enseigne sur le rapport de l'homme et de la technique. Alors on a souvent critiqué un peu la technophobie de Heidegger, c'est vrai qu'Heidegger, bon, il vit tout seul dans son petit chalet au fin fond de la forêt noire, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il aurait un smartphone, qui serait sur les réseaux sociaux, j'aime pas, je partage. Pas trop ça. Heidegger, ouais, c'est plutôt à l'ancienne. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une technophobie, mais au-delà de la technophobie, il ne faut pas oublier que Heidegger, quand il critique la technique, il critique surtout la technique moderne. C'est-à-dire que l'homme a toujours eu besoin de technique, c'est même sa définition. L'homme, c'est un animal technique. Si on n'avait pas utilisé des techniques, on aurait tous été décimés il y a 10 millions d'années. Donc l'homme, il a besoin de sa technique pour survivre dans un premier temps, pour accroître son confort dans un deuxième temps, et ça serait quand même un peu étonnant, étant donné qu'on a une nature prométhéenne, de critiquer le fait que l'homme, je sais pas, taille des silex, ou invente des armes, ou se vêtisse de peau de bête alors qu'il n'a pas la fourrure de l'ours. Donc évidemment, on n'en est pas là chez Heidegger, il n'y a pas une technophobie radicale et absurde. Ce qu'il critique, c'est surtout la technique moderne. Alors on y a vu aussi une marque de la critique du capitalisme aussi et de la recherche technologique à l'américaine et à l'occidentale, bien sûr. Alors, plusieurs critiques sont faites par Heidegger. Alors évidemment, nous aujourd'hui, on penserait aux dangers militaires, écologiques, etc., notre rapport à la technique, la nécessité d'une décroissance régulée, tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Deuxième chose, éloignement de la réflexion sur l'essence de l'homme, puisque tant qu'on est en train de jouer avec nos smartphones pour liker, on ne se questionne pas tellement sur notre propre existence, c'est un divertissement et la technique est énormément là, évidemment. Elle a été là pour les armes et les outils, pour assurer la survie de l'homme. La moitié des techniques, et aujourd'hui sans doute beaucoup plus, sont là pour notre divertissement. Plus profondément, alors ce que Heidegger reproche à la technique moderne, c'est que contrairement à la technique traditionnelle, celle qui lui permet même de fabriquer son petit chalet au fin fond de la forêt noire, la technique moderne, nous dit Heidegger, est une provocation. Alors comme ça Heidegger, il faut bien faire sonner le mot en deux parties, provocation, pro vers l'avant, donc évidemment une provocation ça vous donne envie de surréagir et si c'était une insulte d'insulter aussi, et puis vocation, dans la vocation il y a la voix, donc en fait c'est une parole. Donc Heidegger nous dit que la technique, implicitement si on veut, elle contient une parole, elle contient un texte, elle n'est pas neutre. Le fait d'inventer le silex taillé
ou le fait d'inventer le smartphone, on va dire, bah, c'est pareil, c'est une question de degré, de niveau de développement. Alors Heidegger pense qu'il y a des techniques qui sont plutôt authentiques parce qu'elles ne nous cachent pas, si on veut, le questionnement sur l'être, et il y en a qui sont plus critiquables, comme la technique moderne, parce qu'elle est, en son fond propre, si on veut, quelque chose qui va cacher à l'homme sa réflexion sur son essence, et qui va, dit Heidegger, je suis désolé encore, je pense que c'est un des derniers termes un peu techniques, elle va arraisonner la nature. Alors, arraisonner, ça a été traduit de plusieurs façons. Alors, le terme arraisonner, il est resté célèbre chez Heidegger. Alors, c'est Gestel en allemand. Alors, ça signifie, si vous prenez un dictionnaire allemand, cadre, châssis, étagère, chevalet. Autrement dit, n'importe quel montage qui est composé par un ensemble. Alors, Heidegger, il prend ce terme-là en disant que la technique moderne arraisonne la nature. Alors, ça désigne pour lui un mode de dévoilement de l'essence de la technique moderne qui est le résultat d'une volonté de commander et de produire. Donc, c'est ça qu'il reproche à la technique moderne, c'est qu'elle veut commander la nature et elle veut produire. Alors, on pourrait dire que c'est une sorte de dispositif de mise à disposition de l'étang, notre technique moderne. C'est ce qu'on fait, vous voyez, on essaie la métaphore du vampire reviendra, de prendre au maximum, de sucer au maximum le sang de la terre, sachant qu'après on dit ah oui quand même, il faudra peut-être faire des accords parce qu'on va un peu vite, et ça, bon voilà, donc le maximum de pétrole tant qu'il y en a, le maximum de gaz tant qu'il y en a, hein, etc. Donc ça c'est une disposition assez moderne, ça vient de la révolution industrielle si on veut, c'est-à-dire qu'on considère la nature, alors vous savez qu'il y a différentes façons de considérer la nature, hein, chez les Grecs, voilà, c'est cosmos, c'est la physis, c'est différent. À partir de la Renaissance, l'homme est maître et possesseur de la nature, cite Descartes. Donc déjà, on n'est plus du tout dans la même approche. Si vous prenez la façon que les Mongols de Mongolie avaient de considérer la place de l'homme dans la nature, c'est quand même nettement différent de la façon pour prendre leur voisin, un Chinois ou un Occidental, a de vivre son rapport à la nature, parce que nous, on arraisonne. Le Mongol, il arraisonne pas. Le Mongol, il veut vivre dans un microcosme harmonieux avec la nature. Et à la limite, il s'est bien embêté. En principe, ça marche très bien. S'il n'y avait pas l'homme, remarquez, ça marche toujours très bien. Ça se régule très bien. Il dit, mince, nous, on a une conscience. Alors l'occidental, qu'est-ce qu'il dit? On a une conscience. Chic alors, on va pouvoir inventer plein de choses en arraisonnant la nature. En prenant les ressources, tiens, viens là, toi, hop, ouais, t'es du sable, tiens, transforme-toi en verre, etc. Voilà. Pour notre confort et puis pour nos loisirs. Alors que en Mongolie, par exemple, ou aussi chez certaines tribus d'Indiens d'Amérique, l'idée c'est de se dire, mince, on a une conscience, qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, on va pouvoir réguler les petits dysfonctionnements de la nature. Parce que généralement la nature est très harmonieuse, mais des fois c'est vrai qu'il y a trop de biches, il y a trop de loups. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on n'est pas par l'instinct, on va se faire le plus discret possible. Ils ne mettent pas leur intelligence devant, ils mettent leur intelligence, si on veut, de manière très humble, derrière, en disant, nous, on va utiliser notre intelligence pour... En fait, la nature, il y a des bugs. Des fois, il y a trop de biches, des fois, il y a trop de loups. Nous, mine de rien, on va orienter la nature pour qu'elle soit réellement aussi harmonieuse que ce que la légende le dit. Donc là, on est dans un trait, ce qui fait qu'évidemment, quand on a dit, mais pourquoi vous avez vu vos yourtes? Pourquoi vous ne construisez pas des yourtes double vitrage? C'est quoi ce travail, hein? Vous n'avez pas eu l'idée? Ils sont un peu bêtes quand même. Non, mais c'est parce qu'en fait, nous, on ne veut pas avoir toujours plus des doubles vitrages, des triples vitrages. On veut être, là, on est bien, on peut vivre en harmonie avec la nature, on peut survivre. Donc notre but, c'est d'être le plus discret pour, non pas arraisonner la nature, mais harmoniser la nature. Ouais, je vais vous expliquer le double vitrage quand même. Hein. Voilà. Alors, c'est la différence, ce que prend Heidegger comme exemple, c'est la différence entre un antique moulin et une centrale électrique ou un barrage électrique, hein, pour montrer la différence. Alors, dans le barrage électrique ou la centrale, on utilise la nature comme une sorte de fond, de stock, de réserve. Hein, une mise à disposition de produits par la nature. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle La question de la technique, hein, c'est dans les essais et conférences de Heidegger en 1953. Il prend donc l'exemple d'une centrale qui a été mise en place sur le Rhin. Alors, il a choisi le Rhin, parce qu'on dit pourquoi il n'a pas pris la Loire. Alors, il a pris le Rhin en référence à l'hymne d'un célèbre poète allemand sur lequel il a travaillé et qui s'appelle Le Rhin. Contrairement au traditionnel moulin à vent, la centrale, dit Heidegger, arraisonne la nature parce qu'elle somme le Rhin de faire tourner les turbines afin d'en prendre l'énergie. C'est plus agressif, on n'est plus du tout dans la même disposition.
Le fleuve est totalement instrumentalisé, pardon, et on ne se questionne même pas sur son être ou sur notre rapport à lui, sur son apparition, sur toutes ces questions sont totalement occultées au profit de l'utilité. Donc, c'est comme si on disait au fleuve, par la technique, je décide, moi, parce que je suis de Dasein, de ce qui doit advenir, et je décide de faire advenir ou non ce qui peut advenir d'un objet. On a des potentialités, chaque objet a des potentialités, le sable peut devenir du verre, je décide. Voilà, tu deviendras du verre, tu ne deviendras pas du verre. Donc le discours, il n'est pas neutre, il est à la fois existentiel et idéologique, si on veut. Donc Heidegger met par là le doigt sur le fait que le langage, c'est pas simplement communiquer, échanger des informations neutres, objectives. Évidemment, c'est rarement ça le langage. C'est souvent un instrument de pouvoir, etc. Le langage est une sorte d'incantation, si on veut. Par mon langage, je vais changer le monde en disant, par exemple, au Rhin, toi, tu me donneras de l'énergie. Donc il y a un pouvoir un peu magique par lequel l'homme va se faire, par exemple, démiurge techniciste. Tiens, je me vois bien en rôle de démiurge techniciste. C'est bon ça. Donc là, voilà, on a notre Dieu moderne, la sacro-sainte science et sacro-sainte technologie, etc. Donc c'est un rapport évidemment particulier à l'étang. On n'est plus dans la physis, on n'est plus dans le cosmos. Et donc ce que dit Heidegger, c'est que donc il distingue toute chose en simple ustensile, ce qu'il appelle être à portée de la main, par opposition à un retrait par rapport à l'utilité qu'il appelle être bien à la main. Par là même, on distingue deux types d'existence, une existence qui serait pour lui plus authentique que l'autre et l'autre moins authentique. Et l'essence de la technique donc n'est pas simplement pour lui un danger parce qu'on risque de mourir, etc., problème écologique, mais c'est un danger pour l'essence même de l'homme. Et comme si nous, on ne se pose pas la question de l'être, il n'y a pas grand monde qui va le faire parce que ce n'est pas les cochons d'Inde qui se questionnent beaucoup là-dessus. Si l'homme disparaît en tant qu'homme qui ne se pose plus de questions sur son être alors qu'il en va dans son être de la question de son être, l'être même, en un sens, disparaîtra. Les dieux existent-ils maintenant qu'on ne les prie plus? Je ne suis pas sûr. C'est ce qu'il appelle l'oubli de l'être. Et alors, pour Heidegger, ça vient de la Renaissance notamment. Et donc de ce développement de la science, il a un mot très doux pour la science, c'était volontairement provocateur, il dit « la science ne pense pas ». Ce qui est vrai, parce que la science n'est pas faite pour ça, il le reconnaît lui-même, il y a une petite interview, on a quelques vidéos de Heidegger où il a un petit sourire en coin. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht. Das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denkend, philosophierend sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft. Das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst nicht, und nicht beachtet. On ne pense pas parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Un mathématicien je sais pas, Gauss, qui réalise le pivot de Gauss, il dit tiens, j'ai trouvé une super technique, ça permet de résoudre des équations à trois inconnus. Voilà. Après, si on va voir Gauss et qu'on lui demande mais qu'est-ce qu'un nombre? Est-ce que c'est une idéalité platonicienne? Est-ce que c'est une construction sociologique? Il ne se pose pas la question. Alors par contre, il ne faut pas prendre comme les scientifiques pour plus idiots qu'ils ne sont, ils se posent souvent la question. Mais ils ne sont plus scientifiques à ce moment. Ils sont philosophes des sciences, ils font de l'épistémologie. Il y en a qui calculent des équations qui sont relatives au temps, ils ne se demandent pas forcément qu'est-ce que le temps. Quand ils se le demandent, ils retirent leur casquette de scientifique, où ils ne pensaient pas, et ils mettent leur casquette de philosophe, où ils réfléchissent, parce que les scientifiques ils en pensent, mais ils ne pensent pas ce qu'ils pensent, enfin, ils ne pensent pas ce qu'ils font.
Donc, vous avez la même chose en art, évidemment, le peintre, quand il est en train de peindre, c'est pas le moment de lui demander mais quelle conception de l'espace et de la couleur, c'est bon, je travaille. Hein. Par contre, alors, le mauvais peintre, voilà, il se contente de peindre, et puis c'est tout, et puis il espère que quelqu'un sera intelligent ou il trouvera que ce qu'il a fait est génial. Et puis évidemment, les bons artistes, ils ont fait aussi des ouvrages sur l'art. Hein, les bons artistes, je sais pas, vous prenez Baudelaire, ils ne se sont pas contentés de dire tiens, je ferais bien des poèmes en prose, moi. Parce que les vers, c'est toujours pareil. Voilà. Ah non, évidemment, il y a une théorie du poème en prose. Hein, pour Kandinsky, il se dit pas tiens, je vais faire des formes avec des couleurs, ça fera très joli dans les salles d'attente et dans les cantines scolaires. Voilà, je pense que je vais me faire un paquet de fric. Non, il y a une théorie avec, évidemment, une théorie du visible, de l'invisible, de l'intuition, etc. Donc, mais il est plus artiste. Donc quand il est artiste, il pense pas. Sinon, il est mauvais artiste. Vous avez remarqué qu'il y a plein de choses, si on commence à penser qu'on les fait, on les fait mal. Bon. Donc le scientifique, il pense pas. Heidegger étant assez anti-scientifique sur certains points, il fait exprès pour les provoquer. Mais il a raison, le problème c'est que du coup nous aujourd'hui on a quand même une approche essentiellement positiviste, scientifique et techniciste du monde. À tel point qu'on ne s'interroge même pas sur l'être des choses. C'est-à-dire que peu importe comment ça marche, pour peu que ça marche. Hein. Quand est-ce que vous commencez à taper sur votre smartphone ou sur votre télé? Quand il dysfonctionne. Hein. Tant qu'il marche, quand on vous le vend, vous ne vous demandez pas comment ça marche. On se demande comment ça marche parce que ça ne marche plus. Hein. Moi j'ai appris comment changer une batterie la dernière il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que jusque-là, j'en ai rien à faire de changer une batterie. J'ai un garagiste, elle ne tombe pas en panne. Sauf que quand ça tombe en panne et puis que tu es tout seul, tu te dis ah non, ça marche comment en fait? Ouais. Donc là, ça devient plus intéressant. Et non. Alors, c'est un peu le problème, c'est que la science et la technologie progressant, on s'interroge de moins en moins même sur finalement c'est quoi mon rapport à la technologie, sans être technophobe, hein. Et puis finalement c'est quoi l'être de la technologie et voir le comment, le fonctionnement de la technologie. On ne s'intéresse même plus à ça. Une technique particulière et peut-être plus intéressante que les autres pour Heidegger, c'est l'art. Donc l'art et la technique sont liés puisque l'art, c'est une technique qui utilise des outils, mais qui n'a pas de but, je dirais, utile. Ce qui est assez paradoxal, étant donné que le mot outil vient du mot utile. Hein, évidemment, un tire-bouchon, c'est utile, des pinces pour faire démarrer la voiture, c'est utile. Alors l'art, c'est pas fait pour être utile. Pourquoi c'est fait? Ça dépend évidemment, il y en a c'est fait pour être quand même utile, parce que c'est fait pour véhiculer un message politique, pour éveiller les consciences, etc. Puis il y en a c'est juste fait pour être beau, et c'est vrai que bon, c'est pas utile au sens où une roue de voiture est utile, hein, on donne la Joconde, c'est juste fait pour être joli, voilà, c'est tout. Et puis il y a des choses qui sont encore plus abstraites si on veut, ou encore moins liées à l'utilité, l'art contemporain. C'est vrai que, pour regarder les tableaux de Twombly, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? C'est pas trop quoi. Hein, j'aime bien montrer ces tableaux-là à mes élèves, ça les exaspère qu'on puisse gagner autant d'argent avec quelque chose que n'importe quel enfant normalement scolarisé de 4 ans peut réaliser. Mais n'empêche que il y a des choses géniales dans l'art conceptuel, et l'art conceptuel c'est surtout pas fait ni pour être beau, là-dessus on est tranquille, ni pour être utile. Hein, vous êtes au centre Pompidou, rien d'utile, rien de beau, hein, bon, à part éventuellement l'hôtesse à l'accueil, et puis c'est tout. Donc, on va étudier une œuvre technique, technologique particulière, l'art, d'autant que l'art, et là c'est plutôt optimiste envers l'être humain, l'art est quasiment aussi vieux que la technique. Donc on a inventé d'abord des outils, des armes hein, pour se défendre. Peu de temps après, on invente déjà des œuvres d'art. Donc ça montre bien que l'art est quelque chose d'intime pour l'homme. Alors, c'est pas vraiment de l'art, mais en un sens si. Première chose qu'on fait quand on arrive dans une maison, on le décore. Plus c'est lié à l'intimité, votre chambre, vous allez mettre des choses plus intimes que dans la salle à manger parce que c'est un lieu plus public. Dès que vous achetez votre smartphone, voilà, vous changez le fond d'écran, vous achetez une coque. Voilà. Donc l'homme décore, bon, c'est pas toujours de bon goût et c'est pas toujours très réfléchi, mais l'homme décore et dès qu'il arrive dans sa caverne, il commence à dessiner des bisons, des choses comme ça. Bon, d'accord. Il décore parce qu'il a une âme d'artiste, c'est plutôt bon signe, parce qu'il se projette nécessairement sur des productions culturelles qui n'ont pas de fin utile. Donc c'est assez énigmatique si on veut, enfin. Et on le retrouve évidemment dans toutes les civilisations. Vous n'avez aucune civilisation qui est simplement, je sais pas, des guerriers, des artisans, mais pas d'artistes. Alors, prenons donc cette marque universelle d'humanité hein, qui est l'art. Et en ce sens, nous dit Heidegger, l'histoire de l'humanité peut être vue par le prisme du rapport que l'homme entretient à la technique et à l'art. Hein, dis-moi quel rapport tu entretiens à la technique et à l'art, je te dirai qui tu es du point de vue de l'être. Hein, le proximité, distance, etc. Alors je vous donne une petite citation de Heidegger.
L'art lui-même est en son essence origine, et rien d'autre. Un mode insigne d'accession à la vérité de l'être, c'est-à-dire de l'histoire. Autre citation. Dans l'art, c'est l'avènement de la vérité qui est à l'œuvre. Avec un petit jeu de mots sur à l'œuvre qui a dû faire rire le traducteur. Dans l'art, c'est l'avènement de la vérité qui est à l'œuvre. Alors, pour reprendre, on va reprendre notre exemple du Rhin, avec la centrale électrique, et le poème de Hölderlin. Alors, Hölderlin nous enseigne à voir le Rhin, dit Heidegger, autrement que comme un être exploitable, à raisonner ou à raisonnable. Hein. C'est pourquoi les textes tels que « Pourquoi des poètes » ou alors « L'homme habite en poète » nous invitent, dit donc Heidegger, à habiter en poète plutôt qu'à tenter de dominer le monde en technicien. Donc l'art comme remède à la technique. Alors on peut préciser trois petites choses sur l'art. Chez Heidegger, pour lui, tous les arts, donc architecture, sculpture, musique, peuvent en un sens être amenés à la poésie. Vous savez que les philosophes allemands adorent faire des hiérarchies dans les arts. C'est l'archétype pour lui. Tout art est essentiellement poème, dit-il, parce que, alors on va dire quel est le poème de la peinture ou de la musique, parce que le poème est une parole, un discours, et pour lui il aurait un pouvoir supérieur d'expression, d'élévation et de révélation. Autant dire qu'il y a une certaine forme de poème caché dans toute œuvre d'art. Dans L'origine de l'œuvre d'art, 1935, Heidegger se livre alors à une longue analyse d'un tableau de Van Gogh, une paire de souliers, dont je vous ai donné une photocopie tout à fait médiocre. Donc là, on a la représentation d'un étang précis, hein, des chaussures toutes crottées dans un champ, et la conception, enfin l'interprétation qu'en fait Heidegger, c'est que la paire de chaussures ici, elle est représentée comme un absolu. Et donc c'est une œuvre d'art qui peut un peu nous éveiller à cet absolu, si on veut, qu'est l'être, puisqu'il est totalement séparé de tout contexte utilitaire. Hein, il est simplement comme ça en soi, si on veut. Alors, il dit, d'après la toile de Van Gogh, nous ne pouvons pas même établir où se trouvent ces souliers. Autour de cette paire de souliers de paysans, il n'y a rigoureusement rien où ils puissent prendre place, rien qu'un espace vague. Alors, on retrouve un thème très récurrent là, dans la poésie, enfin dans l'analyse de la poésie que fait Heidegger, celle du quadripartie, sur laquelle je ne vais pas avoir le temps de beaucoup développer de choses. L'idée que les hommes sont liés aux dieux, alors aux dieux pas forcément à prendre pour de vrai, hein, ils ne croient pas vraiment que les dieux existent, mais une forme de divinité, et puis peut-être de Dieu en un sens poétique, à la terre et au ciel. Donc on a ce qui a été appelé le quadripartie, et que Heidegger développe dans ce qu'on appelle le tournant de Heidegger, ou Heidegger 2, des fois on l'appelle, ça fait un peu film, mais bon. Heidegger 2, le quadripartie, le divin, les mortels, le ciel et la terre. Et donc dans ce cadre, dans ce quadripartie, se développerait notre existence et notre poésie. Alors, simplement pour information, c'est pas Heidegger qui invente ce quadripartie, hein, c'est Platon. On l'a dans le Gorgias, je vous dis juste ça. Les savants tels qu'Empédocle et les pythagoriciens disent que le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont unis ensemble par l'amitié, la règle, la tempérance et la justice. Et c'est pour cela qu'Aliclès, camarade, qu'il donne à tout cet univers le nom d'ordre et non de désordre et de dérèglement. Gorgias. Donc en fait, le quadripartie est souvent attribué à Heidegger. En fait, c'est bien de Platon. Alors, sur cette analyse du tableau, là, je n'ai pas le temps de beaucoup développer, simplement 2-3 choses étonnantes chez Heidegger, et donc je vais commencer par une petite critique, puis je vais finir par une revalorisation de l'auteur, il faut toujours être généreux envers l'auteur. D'abord, Heidegger n'analyse presque jamais le style de l'auteur, ce qui est quand même impressionnant quand on étudie un tableau, hein, c'est-à-dire que le fait que ce soit Van Gogh, donc que ce soit un peintre symboliste et post-impressionniste, vous n'avez aucune étude de ça. Bon. Deuxième particularité, c'est que parfois dans son texte, si vous prenez le texte de Heidegger, il parle d'un paysan et des fois d'une paysanne, avec une référence un peu pétiniste, je suis désolé de le dire, à la terre comme mère nourricière de l'homme. Voilà, vous avez ça aussi dans l'histoire de la France rurale, écrit par Pétain. Bon, alors là on ne sait pas pourquoi il se met à parler d'une paysanne, parce que c'est un paysan. Et puis troisième chose, les souliers, alors, on s'en fiche, parce qu'on voit bien l'idée, on peint quelque chose dans l'absolu, donc ça nous fait nous questionner sur
sur l'absolu. Bon, sauf qu'en en réalité, des souliers, Van Gogh, il en a peint des dizaines. En fait, l'idée qui s'en était fait, parce qu'il en avait parlé à Gauguin, c'était que c'était les siens, c'était ses souliers à lui, donc ceux d'un artiste vagabond. Qui part errer dans la ville, et donc c'est tout sauf un absolu, puisque c'est un objet qui est lié à sa condition sociale, même à une dimension religieuse, parce qu'il les mettait notamment pour se rendre en Belgique et aller prêcher l'évangile auprès des ouvriers des mines, et à l'expression d'une longue marche douloureuse, métaphore pour l'artiste de vivre et de parvenir à survivre dans un monde qui méconnaît son talent, etc. Donc on peut noter un certain forçage quand même de Heidegger, et si vous voulez lire le Schelling, notamment le Nietzsche aussi, de Heidegger, c'est très intéressant, mais vous allez apprendre quand même beaucoup plus de choses sur Heidegger que sur Schelling et Nietzsche. Je pourrais renvoyer la même politesse à Deleuze. Si vous lisez le Proust de Deleuze, ou si vous lisez le Kafka de Deleuze, ça vous en apprend quand même beaucoup plus sur les machines désirantes que sur l'auteur. Donc il y a un grand forçage quand même philosophique. Ouais. Dernière chose sur Hölderlin, donc une autre étude qu'il fait sur Hölderlin, et qui là par contre me semble un peu plus intéressante, et puis plus juste aussi historiquement, il étudie les élégies. Alors, vous savez, les élégies, c'est des poèmes pas très joyeux qui sont faits, ça vient du mot hélas, élégie, qui sont faits dans le pathos un peu sur le thème de l'abandon, du sacrifice, de l'amour impossible, de la mort d'un être aimé, etc. Et donc on fait un poème là-dessus. Et donc dans les odes, hymnes et élégies, il y a les élégies de Hölderlin, 1799-1806. Et dans ces poèmes, les grands esprits se rencontrent, on trouve beaucoup les thèmes de la terre et des dieux. Donc là-dessus, vous avez une réflexion de Heidegger, où il explique que Hölderlin est particulièrement un beau poète parce qu'il pense à ça, il se questionne beaucoup sur l'existence, sur le fait d'être, et sa poésie n'est pas simplement un art technique justement, mais un art de vivre, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement voulu faire des poèmes, mais il a voulu vivre en poète. Donc là, on a une revalorisation de l'art. La technique nous provoque, l'art nous provoque aussi, puisqu'on n'est jamais totalement insensible à l'art. Et donc, il y a une mauvaise, une bonne provocation, si on veut. Et Heidegger loue celui qui vit sa vie non pas en technicien, mais en poète. Pour lui, le poème, c'est la parole véritable. Alors là, ça je finis avec ça parce que ça me semble intéressant. Il y a un renversement. Heidegger fait un renversement, c'est que nous, dans notre vie, on a l'impression que parler, c'est juste fait pour communiquer, ça va, oui, bonjour, on mange quoi, tourne à gauche, ok, bon. Et puis, il y a une particularité, c'est la parole poétique. Donc là, c'est fait pour, je sais pas quoi, rêvasser, dragouiller, ce que vous voulez. Bon, il y a une parole qui est faite de poèmes, voilà, que je me voir belle indolente de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Bon, voilà, c'est joli. Bon. Baudelaire. Et alors, Heidegger, c'est le contraire pour lui. À l'origine, la parole, elle est poétique. Et il y a une déchéance de la parole qui fait que, parce qu'on la comprend bien socialement, on ne peut pas toujours être des poètes échevelés, dans notre vie courante, la parole est réduite à ce qu'en fait même le cercle de Vienne, quelque chose de logique qui doit bien respecter les principes de la logique de Port-Royal, etc. Et donc on en fait un instrument de discours, un instrument logique qui dénature son fond profondément poétique. Donc, sa thèse, c'est que c'est une critique implicite, donc notamment de la philosophie analytique. Pour lui, le dire poétique, il est plus fondamental que la parole. Et au lieu d'être simplement un divertissement ou quelque chose, un ornement, la poésie est pour lui, alors il va loin, il dit la poésie est la fondation de l'être par la parole. Le poème ne transmet aucune information sur le monde, que je me voir dans l'indolente de ton corps si beau comme une étoffe vacillante, miroiter la coupeau. Vous n'allez pas me dire que c'est vrai ou que c'est faux. On fait quoi avec ça? Bon. Je sais pas, la terre est bleue comme une orange. C'est quoi de ça? Il ne communique rien, mais ce rien poétique permet de dévoiler, là où je disais au sens de la Téléa, un rapport à l'être, pour Heidegger. Le poème parle purement et simplement, sans parler vraiment de quelque chose qu'on pourrait vérifier, je dirais, dans le monde. Ah oui, c'est vrai, la terre, elle est bleue comme une orange. Donc, il parle plus fondamentalement que la parole ordinaire. On pourrait dire que le poème, il fait venir à la présence ce qu'il nomme, qu'il a, dit Heidegger, une sorte de pouvoir magique qui lui permet de rendre manifeste ce qui est par sa nomination même. Un peu comme Dieu qui parle, c'est que les paroles, et Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Le poète, il a un peu ce don de création par la parole. En ce sens, et donc je finirai simplement avec ça, on peut dire qu'en vérité, c'est la langue qui parle en l'homme et non l'homme.
dit Heidegger, ou, selon une célèbre citation, elle-même d'ailleurs assez poétique, de sa lettre sur l'humanisme, Heidegger nous dit que le langage, c'est la maison de l'être.